Blockchain, crypto, NFTs, DeFi, metaverse, Web3 is literally eating the world, and community builders are the new leaders. Hi everyone, I'm Bilal El Alami, co-founder of Pirates Lab, a startup studio fully dedicated to Web3 startups. I'll give the mic to Web3 builders, founders, and investors so that we can deep dive with them into what is truly about Web3 entrepreneurship. No conventional bullshit, only creativity, rebellion, and community-driven insight. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de podcast avec Andri de OneInch. Bonjour Andri, merci d'avoir accepté cette invitation. Je te laisse te présenter rapidement, dis-nous un petit peu quel est ton rôle chez OneInch. Merci, d'abord merci pour l'invitation. Donc, je suis Andri Rabetanetti, je suis le Chief Operating Officer de OneInch. Alors derrière Chief Operating Officer, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça peut aller au détail opérationnel le plus simple, à savoir où est-ce qu'on peut ensemble travailler, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver des bureaux, jusqu'à une problématique beaucoup plus stratégique sur où est-ce qu'on veut aller ensemble, quel objectif on veut atteindre et quelles sont les ressources et les moyens qu'on veut mettre. Donc ton rôle est plus organisationnel. Mon rôle est organisationnel et aussi un peu stratégique sur quelles sont les pistes de développement stratégique qu'on veut. Vous êtes combien chez OneInch Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 180 contributeurs. Okay. Donc c'est toujours la question de est-ce qu'on est une start-up? En fait, on n'est plus vraiment une start-up. On commence déjà à devenir une entreprise de avec taille, vos nombres de taille d'employés moyenne. et vos levées de fonds, vous êtes plus trop une start-up. Ouais. Exactement, et c'est ce qui d'ailleurs m'a motivé le plus principalement à venir chez OneInch. Ok. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, avant de rejoindre OneInch, je dirigeais une équipe de conseil qui assistait les gestionnaires de fonds, essentiellement les gestionnaires de fonds en immobilier, pour gérer leur processus de gestion financière. Donc, c'était l'assistance à la modélisation financière. On intégrait un logiciel qui aidait les gestionnaires de fonds à streamliner leur processus de gestion financière. Ok, intéressant. Ça fait combien de temps que tu es arrivé chez OneInch? Je suis arrivé à OneInch en octobre de l'année dernière, donc c'est plutôt récent. Ok. Et est-ce qu'ils avaient déjà recruté autant de personnes ou Alors, ils avaient moins de personnes à l'époque et depuis, on a vu une arrivée assez massive de nouveaux contributeurs liés au projet qu'on développait. Ok. Comment tu t'es retrouvé chez OneInch? Alors ça, c'est une très longue histoire, mais en gros, c'est essentiellement un ancien collègue. Donc avant aussi de rejoindre OneInch, j'ai travaillé dans deux grosses sociétés, donc une Procter & Gamble et une autre Amazon. Et en fait, un ancien collègue de chez Procter & Gamble m'a invité à connaître OneInch et au fur et à mesure des discussions, ça a mené à ce rôle de Chief Operating Officer chez OneInch. Et quand tu as jumpé des process IMO, entre guillemets, à la crypto? Oui, alors ça ne s'est pas fait en quelques mois. En fait, avant de rejoindre OneInch, j'ai aussi travaillé sur des projets de tokenisation liés à l'immobilier, justement. Bien avant toutes les thèses. Juste là. Avant toutes les thèses de tokenisation en immobilier, donc ça fait bien 2-3 ans, sur lesquels j'ai travaillé sur certains des projets, ce qui m'a permis de m'intéresser au Web3, à la tokenisation, à la blockchain, qui aussi m'a amené à donner des cours en blockchain dans différents masters. Et ça m'a permis un peu de m'acclimater au sujet de DeFi et ce qui m'a amené justement vers OneInch. Ok, super intéressant. Mais je suis encore aussi en process d'acculturation et de compréhension du secteur. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai vu que tu avais des liens forts avec Dauphine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, alors c'était en fait dans ces discussions autour de la tokenisation, j'ai travaillé beaucoup avec Dauphine parce que au moment où, il y a quelques années de ça, j'ai commencé un doctorat avec l'université de Cergy-Pontoise, pardon, ça fait très longtemps, donc j'ai commencé un doctorat autour des fonds private equity en immobilier, ce qui m'a amené en fait à un peu réfléchir tout autour du développement et de l'évolution des fonds private equity, et ce qui m'a permis d'émettre la thèse de, une hypothèse de développement était la tokenisation. La chaire FinTech à Dauphine
et commençait à déjà évoluer sur ce type de sujet. Et j'ai participé à une conférence sur la tokenisation de l'infrastructure organisée par Dauphine. Ok. Et en fait, c'est comme ça que se sont liés les liens avec l'université de Dauphine. Excellent, excellent. Plongeons maintenant, donc on a fait un petit peu un rapide tour de présentation, plongeons un petit peu sur toi, ta personne. Raconte-nous où est-ce que tu as grandi. Alors, c'est toujours une question un peu difficile pour moi parce que la question d'où je viens, c'est toujours un long process parce que donc, je suis né en Côte d'Ivoire, mes deux parents sont malgaches, donc Ok. je suis d'origine malgache, mais en gros, j'ai grandi la plupart de mon enfance en banlieue parisienne, dans Ok. l'Essonne. Excellent. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré dans ton enfance ou tu penses enfin, est-ce que tu penses que quelqu'un t'a inspiré pour en arriver ici? Pour en arriver ici, Ouais. ça Est-ce que c'est. tu avais un oncle avec qui tu traînais? Est-ce que c'est plus ton père? Alors Est-ce que c'est un prof c'est pendant tes c'est études? plutôt un prof dans mes études, un peu mon père, parce que mon père était prof de mathématiques. Et après, Ok. ça m'a permis de me concentrer sur les sujets mathématiques en général. Ouais. Et après, un prof de prépa en mathématiques qui était assez inspirant et assez j'ai toujours trouvé très très smart, qui m'a donné en fait l'envie de réfléchir à n'importe quel sujet sous l'angle de maths. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt que je trouve dans la DeFi, qui est toute la partie algorithmique, la partie de simplification et la partie de transformation digitale des services financiers. Mm. Super intéressant. Et pendant tes expériences professionnelles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a un peu pris sous son aile? Est-ce que tu considères que quelqu'un t'a un peu poussé? Je dirais pas particulièrement une personne qui m'a beaucoup, disons, coaché et mentoré. C'est justement cette personne qui aujourd'hui est aussi chez OneInch, qui m'a Ok. beaucoup aidé à justement un peu naviguer les différentes opportunités à travers ma carrière. J'ai fait un peu beaucoup de choses entre justement Procter Gamble, Amazon et maintenant la DeFi. Il m'a beaucoup permis justement de savoir un peu où sont les nouvelles poches de croissance, les Ok. poches d'opportunité. Ça, Ok. c'est toujours important d'avoir ce type de mentor qui vous permet de prendre un peu un regard externe par rapport à votre carrière. Ok, super intéressant. Plongeons maintenant un peu plus dans OneInch. Comment tu décrirais ce qu'est OneInch et ce que veut devenir OneInch? Alors ça, c'est ma définition personnelle. Ouais, bien sûr. Évidemment, il y a la définition plus corporate où OneInch est le point d'entrée. La volonté de OneInch et la mission, c'est de devenir le point d'entrée pour tous les utilisateurs de la DeFi, Ok. qui d'abord avec son rôle d'agrégateur et plus tard avec tous les autres produits et services qu'on essaie de développer. Ma définition de OneInch, c'est la capacité de OneInch à transformer le secteur financier. C'est-à-dire d'abord en rendant beaucoup plus accessibles tous les protocoles d'échange décentralisés et aussi en développant, et c'est les dernières hypothèses de croissance pour OneInch, qui est toute la partie compliance et notamment ce qu'on essaie de développer avec OneInch Pro, qui est comment amener le secteur institutionnel sur les produits de finance décentralisée. Grand challenge. Énorme challenge qui peut paraître un peu à contre-courant de la finance décentralisée, mais qui est, si on réfléchit de manière un peu plus macro, la plus grosse opportunité, puisque en permettant aux institutionnels de se positionner sur la DeFi, on amène vraiment une adoption beaucoup plus large des utilisateurs sur la finance décentralisée. Oui, avec des obligations en termes de KYC, de compliance, mais tout ça pour permettre à un plus grand, large spectre de personnes d'utiliser des protocoles C'est quoi différents. la proposition de valeur que vous leur pitchez à ces institutionnels? Vous leur parlez d'efficience opérationnelle? Vous leur parlez de nouvelle asset class? Vous leur parlez... On parle d'accès à une asset class Ok. qui aujourd'hui est compliquée pour eux parce que il y a toutes les problématiques de compliance. Donc c'est aujourd'hui accéder à une asset class sur laquelle ils ne peuvent pas actuellement jouer et de bénéficier à travers cette asset class de return intéressants pour leur gestion de portefeuille en Ok. général. Il y a des produits particuliers par lesquels vous commencez? Alors, les produits sur lesquels on va commencer, c'est les produits d'échange décentralisé, et notamment notre dernier produit d'agrégation Fusion, Ok. qui va être, Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler. qui est le produit sur lequel on va vraiment
commencer avec ce produit institutionnel. Ok. Pour l'instant, OneInch, c'est qu'un agrégateur de tokens. Est-ce que vous voulez agréger d'autres typologies d'actifs? Oui, alors on peut imaginer évidemment agréger tous les produits qui sont actuellement échangés sur la DeFi, donc NFT, mais pour les produits qui sont encore à venir, c'est vraiment l'idée de OneInch qui est de rendre l'utilisation de tous ces produits qui sont aujourd'hui très fragmentés. Donc c'est vraiment sur des marchés fragmentés que OneInch va apporter le plus de valeur parce qu'ils vont permettre d'attribuer un prix qui soit beaucoup plus précis, Optimal, ouais. optimum, et d'échanger avec des frais de transaction qui sont aussi optimum. Aujourd'hui, on le voit dans un contexte de frais de transaction de plus en plus élevés liés justement au même coin ou au NFT. Eh bien, c'est vraiment le nerf de la guerre qui est de pouvoir faire des exécutions qui sont optimum. Et comment vous positionnez par rapport à la concurrence? Par rapport à la concurrence, ce qu'on essaye de faire, alors concurrence en termes d'agrégateurs, Ouais. on essaye de se positionner avec le plus de blockchain possible, donc d'intégrer un maximum de blockchain pour permettre d'agréger le plus de blockchain possible. Et aussi, vraiment notre proposition de valeur avec Fusion, c'est de permettre à l'utilisateur de ne pas payer de frais de transaction pour les échanges de tokens. C'est vraiment notre point de différence sur lequel on veut se positionner par rapport à nos compétiteurs. Ok, super intéressant. Mais en réalité, il n'y a pas tant de compétiteurs que ça sur la partie agrégateur. Moi, je connais que OneInch et Paraswap en fait. Exactement. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de compétition. Aussi en termes de part de marché, on est déjà bien prépondérant, mais on veut maintenir notre. Donne-nous des chiffres, partage-nous des chiffres. Alors, au niveau de part de marché, OneInch va se situer autour de 70% de part de marché. Okay. Donc, on est déjà. Donc, 70% des transactions ou des volumes passent par OneInch. Par OneInch. Là, je te parle de marché de l'agrégation. Ouais. Donc, tous les volumes qui sont échangés par agrégateur représentent 70% du marché. Ok, intéressant. Parlons un petit peu de votre communauté. Peut-être que je me trompe, dis-moi, mais j'ai l'impression que votre stratégie, elle est très proche de celle de Binance. Vous appuyez beaucoup sur des espèces d'ambassadeurs régionaux, vous essayez de créer pas mal de synergies, d'événements collaboratifs. D'où ça vient? Alors, c'est initialement parce que ce projet a été fondé dans l'histoire de OneInch, c'est lors de l'hackathon à New York en 2019. 2019, le produit OneInch a été créé lors d'un hackathon. Enfin, l'idée, pas le produit final bien sûr, mais l'idée initiale d'agrégation était venue lors de ce hackathon. Et donc, c'est toujours cette idée comme c'est créé au sein d'un événement de communauté, les hackathons, c'est toujours rendre à la communauté ou d'aider les communautés à se développer comme la communauté nous a aidés à se développer. Donc ça se passe souvent à travers de participation à de multiples conférences, à aider et sponsoriser des hackathons un peu partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'on veut développer notre communauté. Donc on a une communauté de core contributeurs, donc c'est plus de 180 personnes qui aujourd'hui travaillent pour le développement de produits et de services OneInch. Et à l'intérieur de ces core contributeurs, on a des personnes qui sont dédiées à toute la partie événementielle qui nous permet de participer et de développer notre réseau de contributeurs à travers le monde. Et on a maintenant aussi une personne, Christy Lin, qui nous a rejoint pour se focaliser sur la partie communauté et donc de développer un programme de développement de communauté à travers plusieurs régions. Ok, excellent. Je veux bien lui parler. D'accord, et pas de souci, je te mettrai très volontairement. Est-ce que tu as un profil des personnes qui utilisent OneInch? Un profil particulier? Alors, c'est assez. Il n'y a pas un profil type. Je vais clairement différencier le profil plutôt. Alors, ça va dépendre vraiment de ce que les gens recherchent en utilisant OneInch. Tu vas avoir la personne qui est qui connaît déjà assez bien la DeFi,
qui va utiliser OneInch parce que OneInch, avec son agrégateur, va permettre d'accéder à la long tail de tokens qui sont un peu listés, pas très bien listés et qui ne possèdent peu de liquidité. Et en utilisant OneInch, ça permet justement d'atteindre ces tokens de manière optimum. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, la personne un peu retail qui cherche à avoir accès au token de son choix et qui se dit, tiens, je pense qu'il y a une opportunité d'investissement derrière ce token. Et de l'autre côté, un utilisateur qui est un petit peu plus professionnel, c'est-à-dire plutôt profil trader, qui effectue des volumes de trade assez, qu'on peut considérer conséquents, c'est-à-dire définitivement, on va dire, plus que 100 000 euros par trade, et pour qui l'exécution est très importante, parce qu'il est exposé aux problématiques de slippage, problématiques de transaction fee, et pour lequel assurer une exécution certaine du trade avec différents paramètres, c'est ce qui lui permet de faire son business. Et donc c'est ça vraiment, on peut voir dans notre communauté d'utilisateurs un peu ces deux types de profils. Est-ce que OneInch est intégré à Fireblocks par exemple? Alors aujourd'hui, OneInch n'est pas intégré à Fireblocks, je pense. Ok, parce que du coup je me dis, les Digital Asset Funds, ils utilisent beaucoup Fireblocks pour interagir avec la DeFi. Ouais. Et en fait, je voulais savoir si les Digital Asset Funds, c'est des gros users de OneInch en fait. Alors aujourd'hui, ce n'est pas des gros utilisateurs de OneInch. De manière, pour une raison assez simple, c'est toujours cette problématique d'attirer justement ces acteurs institutionnels sur les produits DeFi. Parce qu'ils ont des contraintes de KYC et de compliance qui aujourd'hui ne sont pas possibles des contraintes qu'on ne peut pas adresser aujourd'hui avec le produit OneInch. Et c'est la volonté pour nous justement de construire ce produit OneInch Pro qui sera beaucoup plus à même d'adresser leurs besoins et de leur permettre d'intégrer et d'utiliser les produits DeFi. Donc c'est vraiment à travers OneInch Pro qu'on veut adresser toutes ces C'est ouf que vous en soyez arrivé là sans gros Digital Asset Funds en fait. Bah oui, parce qu'on a déjà beaucoup de traders assez importants, de whales, qui utilisent notre plateforme déjà pour exécuter leurs trades. Mais c'est pour nous effectivement l'opportunité de se développer de manière plus importante. Et tout à l'heure, tu as donné une statistique qui était dans le marché de l'agrégation, mais si on prend le volume total de trades, que on-chain, que tu enlèves Binance et tout, vous vous positionnez où par rapport à Uniswap? Par rapport à Uniswap, alors évidemment, on a des volumes qui sont beaucoup plus faibles par rapport à Uniswap. Uniswap continue de dominer le marché de la DeFi. Alors là en tête, je n'ai pas le chiffre exact par rapport au marché complet, mais on reste, le marché de toute manière, de général, le marché de l'agrégation reste beaucoup plus faible par rapport au marché des échanges décentralisés. Ok. Pourtant, vous optimisez le prix entre Uniswap et différents exchanges, mais il reste quand même, disons, le point d'entrée pour beaucoup de swaps. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus le fonctionnement de OneInch Fusion? Ouais, avec plaisir. Et comment ça se compare par rapport à Aave-Arc ou ce genre de choses? Ouais, alors Aave-Arc, ça va être vraiment plus sur la partie aussi, un peu plus comme OneInch Pro, où il y a une composante de compliance qui permissionne les accès. Fusion, c'est vraiment si tu veux, sur le chemin de l'optimisation. Donc notre grosse thématique, c'est essayer de rendre l'exécution la plus optimale. Quand on agrège, il y a vraiment deux éléments qui sont importants. C'est d'abord la profondeur de l'agrégation, c'est-à-dire être capable de se connecter à un maximum d'échanges décentralisés et de chaînes pour avoir l'accès à cette pool agrégée la plus grande, pour optimiser toutes les composantes de slippage. Et l'autre élément important qui est justement le slippage et les fees, qui est comment développer l'algorithme qui permet de réduire au maximum ces fees. Fusion, c'est en fait prendre la problématique d'un autre angle qui est
au lieu de se donner, nous, la contrainte de développer l'algorithme le plus optimisé et le plus profond, c'est de dire, on va en fait se reposer sur des acteurs qui sont en fait des market makers. Si tu veux, Fusion, c'est un petit peu se dire, en fait, on a créé dans les échanges décentralisés des market makers automatisés, Uniswap et le reste, qui sont très efficients, mais qui reposent sur une formule de détermination de prix qui est assez simple, donc une constant function, constant product, x fois y égale k, et se dire, tiens, on va utiliser des acteurs qui, eux, sont un peu plus sophistiqués, puisque en fait, ce sont des acteurs au sens de finance traditionnelle qui vont apporter de la liquidité, et c'est ce qu'on appelle les resolvers. Okay. Et donc Fusion, au lieu d'exécuter le trade en utilisant de l'agrégateur, ce qui va se passer, c'est que en fait, c'est juste un limit order classique. Donc on utilise la technologie de one-inch limit order, et cette limit order va être en fait pris par un des résolvers. Donc on a un pool de résolvers qui, eux, vont en fait décider selon un certain process qui est une Dutch auction, une mise en chaire hollandaise, une enchère inversée, voilà, qui vont décider sur un mode d'enchère inversée quand est-ce qu'ils veulent résoudre un désordre. Okay. Ce qui est assez intéressant parce que en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un pool de résolveurs assez efficace qui, eux, en faisant ce résolveur, en faisant le rôle de résolveur, va pouvoir avoir accès à des pools de liquidités beaucoup plus larges. Donc l'hypothèse derrière Fusion, c'est de se dire, eh bien, si vous voulez vraiment faire du market making assez évolué, le market making va se reposer sur le fait que non seulement il faut accéder aux DEX, donc si le résolveur fait juste de la résolution sur les DEX, c'est à peu près, il peut être aussi optimum que one-inch agrégateur, mais s'il commence à avoir accès à beaucoup plus de pools de liquidité, et notamment de la liquidité qui vient de Binance, donc des échanges centralisés, eh bien c'est là où on va atteindre un autre niveau d'optimisation sur le swap, qui est, on va aller chercher des pools de liquidité qui sont non seulement les DEX, ce que fait notre agrégateur classique, mais aussi du CeFi, ou même, ils peuvent aussi mettre à risque leur propre liquidité et ajouter plus de liquidité. Donc c'est Fusion, en d'autres termes, c'est simplement mettre beaucoup plus de responsabilité autour de ces resolvers qui, eux, sont des professionnels, des market makers professionnels, et qui pourront optimiser au-delà de ce que notre agrégateur peut faire. C'est-à-dire quand on voit un peu la price curve de cette enchère inversée, la limite basse de la price curve, c'est ce que va nous donner le one-inch, l'agrégateur one-inch. Okay. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, voilà, on se dit, on va commencer par l'optimum, et on va dire comment on peut, grâce à ces market makers, aller au-delà de l'optimum, aller vers des prix qui sont beaucoup plus optimisés. Ça, c'est l'hypothèse de marché où on dit, voilà, c'est grâce à ce système-là qu'on va optimiser les trades vraiment d'une autre manière. Et l'autre aspect important de Fusion, mais il y a même deux autres aspects importants. Le premier, c'est que ce n'est plus l'utilisateur qui va régler les frais de transaction, mais ce sont les resolvers. Parce que si, encore une fois, ces resolvers font un travail de market making et d'arbitrage profitable, eh bien, ils peuvent régler, amortir les coûts pour les utilisateurs. Donc c'est ça aussi l'intérêt, ce qui permet à beaucoup d'utilisateurs de ne pas avoir les transactions de fees étant une des grosses barrières à l'utilisation, ça permet à plus d'utilisateurs d'adopter la DeFi. L'autre intérêt qui est assez important pour nous, c'est aussi toute la partie tokenomics, où pour ajouter à notre tokenomics, en fait, chaque resolver va devoir avoir un certain nombre de
tokens qui sont délégués Ouais, et pour pouvoir jouer le rôle de résolveur. intéressant. Et donc, la performance de chaque résolver va être, va venir en rétribution de cette délégation. Donc, lorsque l'utilisateur délègue ses OneInch tokens à un résolver pour justement réaliser son travail de résolver, eh bien, il y a un certain rendement qui va être donné. Ouais, c'est à comme la l'utilisateur. délégation sur les proof of stake, quoi. Exactement, c'est exactement la même chose et ce qui permet justement d'avoir justement un autre Et de type de décentraliser ça rétention aussi. et de décentraliser ça aussi. Exactement. Ok, Donc c'est ça à peu près. super ces fusions. intéressant, super intéressant. Et OneInch Pro et Fusion, c'est quoi les dates de sortie que vous Alors espérez? OneInch Pro aujourd'hui, je ne peux pas vous donner, on travaille activement, on préfère en parler beaucoup plus longuement lorsqu'on l'aura lancé, donc Ok. on n'a pas une date officielle de lancement pour l'instant, on y travaille de manière très active. On a justement créé une entité en Suisse, à Genève, Ouais, j'ai cru qui va porter ce nouveau développement. Cette entité a déjà obtenu ce qu'on appelle un SRO, qui permettra d'opérer avec les acteurs institutionnels. Pour Fusion, aujourd'hui, Fusion est déjà live. Ok. Fusion a déjà plus de 6 milliards, j'avais regardé ce matin, plus de 6 milliards de dollars Ok. de swap actuellement. Ce sur quoi on se focalise, c'est d'améliorer l'expérience Fusion, que ce soit en permettant une adoption beaucoup plus importante, en travaillant de manière régulière sur l'expérience utilisateur, le front-end et aussi les différentes optimisations de notre back-end. Juste question comme ça, vu que OneInch a un token, Mhm. comment marche OneInch? C'est entièrement décentralisé C'est ou... entièrement décentralisé. Ok, Donc on a une DAO qui gère et gouverne la manière dont on développe le réseau. Et de manière classique, la gouvernance du DAO est gérée à travers le OneInch Token. ok. Et mais du coup, par exemple, cette boîte en Suisse, Mhm. comment elle est liée à cette DAO? Elle n'est pas liée de manière directe. Ouais, En fait, on a effectué une levée de fonds à travers les OneInch Tokens ouais, qui, en fait, ces fonds sont utilisés pour permettre le développement de OneInch ok. Pro. Mais OneInch Pro est, elle, une entité indépendante et on regarde justement comment on va La développer, connecter. qu'on va les connecter. Reparlons maintenant un petit peu plus de toi, mais de toi dans OneInch. Ouais. Tout à l'heure, tu mentionnais que quelqu'un au sein de OneInch t'avait aidé un petit peu à get up to date to the learning curve. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile quand tu as jumpé là-dedans? Waouh, beaucoup de choses. D'abord, la learning curve. Mm. C'est sûr que même si l'industrie, de manière générale, n'est pas si ancienne que ça, rattraper 2 ans de knowledge sur la DeFi, ça a pris quand même un certain temps. C'est Et en incompressible, plus, à chaque fois que tu as l'impression d'avoir rattrapé ton retard en termes de knowledge, quelque chose d'autre arrive et donc il faut un peu rattraper un train en marche, Mm. ce qui pour moi m'a paru un peu compliqué, mais définitivement c'était très excitant comme challenge. Le deuxième aspect, c'est aussi d'un point de vue gouvernance et opérationnel, de s'habituer aussi aux pratiques un peu, comprendre le fonctionnement de structures dans la DeFi, notamment les DAO, notamment Ouais, la gouvernance, la quoi. gouvernance générale des sociétés qui sont assez différents de ce que moi j'ai Ouais. particulièrement de mon expérience. Qui se limite à des sociétés très très classiques, des sociétés cotées, aux procédures très formelles et aux cadres très stricts. Et justement de comprendre comment on peut évoluer de ce cadre strict à des sociétés beaucoup plus dynamiques qui permettent d'innover, Ouais, plus d'agilité. d'être beaucoup plus agile. Eh bien, ça a pris un certain temps pour vraiment comprendre l'utilité de comprendre un peu mieux comment les sociétés peuvent bénéficier de cette approche beaucoup plus agile. Donc ça a été vraiment Et j'ai envie de dire, tu t'en sors plutôt bien parce que, OneInch est quand même une boîte mature dans le sens, les fondateurs sont quand même plus âgés que nous.
Oui, et c'est vraiment la partie où je trouve que la transition a été beaucoup plus simple pour moi. Mm. C'est que OneInch a eu et a encore cette courbe de croissance qui fait qu'elle se rapproche de plus en plus de procédures. On met en place beaucoup de procédures qui sont des procédures qu'on trouverait dans de grandes multinationales. Donc il y a cette volonté de structurer un peu plus les process, de mettre plein de procédures en place pour développer l'organisation. Donc on n'est pas dans vraiment la petite start-up au tout début d'une idée et dont les process sont pas vraiment nécessaires puisqu'il faut arriver à un produit ou arriver à une validation de marché. Ici, il y a déjà le produit, il y a déjà la validation de marché et il suffit, on est vraiment dans une problématique de scaling. C'est ce qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a un peu ton profil, entre guillemets, Ouais. c'est-à-dire qui a passé une bonne dizaine d'années d'expérience professionnelle dans une boîte classique, Mhm. pour faire ce jump, ce serait quoi ton conseil? Alors mon conseil, c'est premièrement de bien connaître l'industrie, donc de s'informer le plus possible à travers différents médias sur l'évolution de l'industrie, sur quel type de projet ils veulent se positionner en fonction de leurs compétences. Moi, j'aime beaucoup la finance, les Est-ce qu'il y a différents des produits. podcasts, des ressources, tu vois, qui t'ont, au-delà des personnes qui t'ont euh, pas poussé, mais convaincu, Mhm. je sais pas, est-ce qu'il y a, tu vois, il y a des podcasts, des lectures que tu as eues qui m'ont dit, ah ok, si ce mec, il est d'accord avec ce mec, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Ouais, alors moi j'ai une approche vraiment traditionnelle Mm. sur ça, donc mes points, mes points de départ ont été des rapports de marché. Ouais, Donc moi je me suis moins basé sur un podcast, j'ai commencé à lire la littérature sur de l'OCDE, donc les rapports de Iota, je ne connais plus son nom de famille, mais ouais, les rapports de l'OCDE, ensuite pas mal de rapports de Messari que je ok, trouve hyper informatifs, bien structurés, qui permettent de comprendre un peu l'industrie pour les rapports d'industrie ouais, tout à fait, ouais. et les différentes thèses d'investissement sur les différentes composantes de la DeFi et aussi des rapports spécifiques sur certaines boîtes comme, alors dans mon cas, ça a été Uniswap ou d'autres compétiteurs. Et les derniers éléments, c'est d'aller dans les conférences. Donc, Montrer les gens, ouais. rencontrer les gens, rencontrer les projets, comprendre le mindset, voir des gens pitcher, aller voir les hackathons, comprendre vraiment dans la réalité comment ça s'est passé. Donc, avant de rejoindre OneInch, j'ai participé à la Paris Blockchain Week, j'ai regardé comment les projets se développaient, quels sont les projets importants, les projets moins importants. Et c'était important pour moi de comprendre cet univers avant de me lancer. Ouais, C'est-à-dire vraiment comprendre les qui sont players. les acteurs, qui sont les players, pourquoi en fait, ces questions qu'on se pose, c'est pourquoi les gens se lancent dans la Web3. Aujourd'hui, j'ai pas mal de collègues d'Amazon qui se lancent aussi dans la Web3. Ouais. Et donc, c'est vraiment se poser ce genre de questions et vraiment comprendre quelle est l'opportunité derrière. Donc, Est-ce que tu penses que toi, ton move, il était early ou pas? est-ce que mon move est early? Je me pose encore cette question. Je pense qu'il me faudra encore un peu de temps avant de pouvoir répondre, donner une réponse beaucoup plus élaborée. Mais aujourd'hui, je pense pas avoir été too early. Ouais, Je pense que, en tout cas, pour OneInch, je suis plutôt dans le bon market timing au niveau de la croissance et au niveau de ce qui se passe en général et le move général vers un plus de compliance à l'intérieur de la DeFi. Donc, je pense que je suis plutôt dans le bon timing, mais le futur me dira si j'avais eu raison. ma question, elle est, entre guillemets, je tends une perche à tous les autres qui se disent, qui sont un petit peu dans Ouais. ton cas. Tu vois, la question que je me poserais si j'étais dans ton cas, c'est genre, ah ok, ça a l'air cool, mais est-ce que c'est pas encore trop tôt? Le problème, c'est comme du market timing, hein. On ne sait jamais quand Ouais, est-ce que c'est hyper difficile de timer le marché, et encore plus pour la crypto. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le bon timing parce qu'on est dans un cycle de marché où on n'est pas encore dans un bull mm, market. Pas mal de projets sont en construction, il y a des développements assez fondamentaux sur le marché.
Donc je pense que c'est vraiment le bon point d'entrée pour attendre dans le futur une évolution beaucoup plus positive du marché. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est le bon timing pour des gens qui, un peu avec un background assez similaire, veulent apporter des skills qui sont un peu différents. C'est, je pense, ce dont le marché a besoin aujourd'hui, Ouais, je suis qui d'accord avec toi. sont de ramener des skills un peu plus, on va dire, entre guillemets, traditionnels, Mm. et de ramener justement ces ponts en termes de connaissances et compétences, notamment des gens vraiment de la finance traditionnelle qui vont se poser des questions, ah oui, d'accord, comment on peut structurer de manière beaucoup plus, disons, classique ce genre de produit, ce Mm. genre de société. Pareil aussi Ouais, des ne serait-ce que gens, pour des risques, tu vois, avoir l'expérience. bah oui, de l'expérience de comment gérer des développements assez rapides, Mm. comment gérer le risque de compliance, comment développer de nouveaux produits. Donc c'est avec des compétences un peu externes qu'on va aujourd'hui permettre à la DeFi de vraiment se Ouais, développer clairement. rapidement. Clairement, clairement. Est-ce que tu as des... on parlait, tu vois, je t'ai tendu la perche avec les podcasts et les ressources, mais est-ce que tu as t'as des lectures que tu conseillerais à nos auditeurs, pas forcément Web3, Ouais. ça peut être un Euh, truc d'organisation. c'est une très bonne Parce qu'au final, moi, question. ce que j'essaie de faire passer Ouais. comme message, tu vois, c'est que, ouais, ok, les mecs qui ont des backgrounds Web3, c'est bien pour le cœur du réacteur, mais Mhm. après, tu l'as très bien dit, il faut des pros en marketing, il faut des pros en process, il faut des pros en Ouais. compliance, et c'est pas le Web3 qui a réinventé ces process-là, tu vois. Exactement. Bah après, sur chacun de ces thématiques, j'ai pas une lecture particulière, mais ce que, euh, ce que je dirais, et c'est un peu ce qu'on dit aux gens qui veulent rejoindre OneInch, c'est nous, ce qu'on cherche, c'est des gens passionnés et experts dans leur domaine. C'est-à-dire, à partir du moment où vous développez une expertise qui est quelque chose sur lequel on va se développer autour de la DeFi, je pense qu'il y a des éléments qui sont hyper importants. Donc, développer une expertise, que ce soit pareil, marketing, finance, même gestion financière, gestion de risque, compliance, développer une expertise autour de ça, mais disons une expertise qui a été testée dans plusieurs Mm. sociétés, avec vraiment plusieurs contextes. Et après, tout le challenge, ça va être comment traduire cette expertise sur un nouveau marché qui est la DeFi. Et pour ça, alors je n'ai pas de lecture en particulière, mais c'est pour moi tout ce qui est autour du change management. Donc c'est vraiment dire comment on prend une connaissance traditionnelle et la ramener dans la DeFi, ou comment aider les gens de la DeFi à se transformer, à devenir une structure un peu plus organisée. Mm. C'est pour moi aujourd'hui le gros challenge. On arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que tu as des routines, toi, spéciales que tu respectes? Des routines en termes de gestion de ma Ouais, journée, de tâches. ouais, de ta journée. Ouais. C'est quoi le Euh, premier truc que tu fais en te levant? le premier truc que je fais en me levant, c'est pas très bien, mais le premier truc que je fais en me levant, je check mon téléphone. alors, alors ça c'est vraiment la chose que bon, je faisais déjà avant, mais là beaucoup plus, en ayant une organisation très Mm. globale avec des gens Partout dans le partout monde? dans le monde. Ouais, La ça time n'arrête pas, zone ouais. est assez compliquée, donc la première chose à vérifier c'est qu'est-ce qui s'est passé Pendant que tu dormais. pendant que je dormais, et de vérifier s'il n'y a pas des choses qui requièrent mon attention immédiate. Donc vraiment la première chose que je fais c'est effectivement checker, voir ce qui me permet de planifier ma journée. Donc de savoir est-ce que ma journée va être focalisée sur une urgence qui doit être traitée, ou sur des choses qui se sont passées pendant que je dormais et que je dois être traité assez rapidement. Ensuite, j'aime bien avoir mes journées déjà pré-planifiées. Donc une des routines que j'ai, c'est surtout normalement le lundi matin, c'est de planifier déjà toute ma semaine. Ok. Donc une fois que j'ai regardé est-ce qu'il y a des urgences, c'est de passer la première heure de ma journée du lundi à essayer de quadriller toute ma semaine, et de aussi me prévoir dans mon agenda des périodes de réflexion où je sais, où j'ai des temps morts, où je sais que je peux passer du temps à réfléchir soit sur un sujet stratégique, soit je sais des temps de tampon, ou ce qui me permet d'avoir la flexibilité sur les sujets que je veux traiter. Et après, c'est essentiellement plein de réunions back-to-back. Donc après, c'est assez dépendant de mon calendrier.
Et après, c'est aussi de naviguer entre les différents voyages et conférences auxquelles on participe chez OneInch. Où sont les plus grosses concentrations d'employés de OneInch? Alors, il n'y a pas vraiment de localisation en particulier. Il y a vraiment plusieurs endroits. Alors, on a sur cette localisation à Genève, on a du coup Ouais. un pôle de contributeurs dans cette localisation. On a un pôle important de contributeurs également à Dubaï et un pôle de contributeurs en Hollande. Voilà. Et après, c'est vraiment dispersé à travers le Ils sont monde. originaires d'où les fondateurs? Alors, les fondateurs sont originaires d'Allemagne et de Hollande. Ok, Donc, c'est pour ça d'où le pôle de contributeurs ok. en Hollande et on a aussi des contributeurs J'ai envie de te en poser Allemagne. une question parce que je me dis, les gens qui travaillent chez OneInch doivent être quand même des gens plutôt crypto-natifs. Oui, Parce que c'est quand même une grosse boîte et je veux dire, je pense que n'importe quel mec du Web3 voudrait travailler. C'est un peu un des Google, un des GAFAM, tu vois, du Web3. Euh, Qu'est-ce qui se dit en interne sur l'état du marché? sur l'état du marché en général. Ouais. Bah, évidemment, on est dans une période de bear market avec pas mal de. Parce que c'est aussi une tension économique globale. C'est une tension, voilà, c'est une tension économique globale et enfin plutôt le sentiment en interne, c'est le bon moment pour construire. Ok. C'est le moment où il faut développer de nouvelles fonctionnalités parce que le sentiment, c'est aussi que, comme tout cycle de marché, ça peut repartir à la hausse. Et il faut être prêt lorsque le marché repartira à la hausse avec des produits qui adressent des besoins spécifiques à nos utilisateurs et à de nouveaux utilisateurs. Et donc l'idée générale, c'est d'être prêt et de se focaliser sur la construction de produits. Donc effectivement, on a beaucoup de crypto-natifs, on a aussi on ramène beaucoup de profils similaires aux miens, avec une expérience un peu plus dans des sociétés plus traditionnelles. Et on travaille beaucoup à justement concilier ces deux types de profils pour développer une organisation qui sera beaucoup plus résiliente et beaucoup plus organisée en termes de process. Donc ça, c'est vraiment disons le sentiment en interne. Après, le sentiment en interne aussi, c'est on a grandi. C'est-à-dire la réalisation que à chaque fois qu'on répète le nombre de contributeurs qu'on a, à chaque fois on est surpris par le chiffre. On fait ah oui, d'accord, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, C'est une grosse maintenant, machine. maintenant c'est gros. Donc on arrive à un moment où dans une organisation décentralisée avec des contributeurs qui sont répartis de manière globale dans le monde, comment on se scale. rencontre, comment on scale, Ouais, comment comment on se rencontre, c'est comment on un se bon point. rencontre, comment on perd pas le fil de mais qui est qui travaille où, comment on travaille ensemble. On a gardé nos rituels de société, disons, de start-up avec des stand-up 2 fois par semaine où tout le monde se connecte, on parle et on communique sur nos priorités, nos initiatives. Mais à chaque fois qu'on se connecte, on voit qu'on est de plus en plus. Et donc, là, ça devient assez impressionnant. Et voilà, c'est juste cette réalisation-là qu'on est en train de devenir de plus en plus gros. Ok, Ce super. qui peut être un peu, qui peut générer des réactions vraiment assez variées de l'étonnement à Ouais. des réactions un peu Perte de moyens. de perte de moyens. Je pense Voilà. qu'il y a aussi peut-être des contributeurs qui sont là depuis longtemps et qui se Bien reconnaissent sûr. peut-être plus, entre guillemets. Bah après, chacun a aussi son histoire avec OneInch Ouais. et sa propre perception de où OneInch peut aller et veut aller. Et c'est là justement où tout l'effort de planification stratégique, de coordination en interne sur les différentes thématiques qu'on veut développer est de plus en plus importante parce que il faut aligner tout le monde, Ouais, il bah, je me doute. faut prendre l'expertise de tout le monde parce que chacun a une expertise spéciale qui nous permettra de développer différentes Et vous avez des parties. bureaux à Dubaï et à Amsterdam ou Alors, on n'a pas de bureau, on a des bureaux juste. Donc là, on a des bureaux à Genève. On a bientôt des bureaux en Corée
qui est une des entités qu'on a mis récemment en place pour développer toute la région EPAC. Ouais. On est en process de mettre en place des bureaux à Dubaï, parce que ça devient aussi un hub assez important. Clairement, ouais. Mais on n'a pas de bureau. C'est fou. Je mesure à peine la complexité de gérer 180 personnes en full remote, quoi. En full remote, c'est pas facile. Ouais. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, justement, de se trouver des réunions communes, des points de synchronisation. Et donc, jusque-là, on ne réinvente pas la roue. Hein. C'est quoi la moyenne d'âge des gens qui travaillent chez OneInch? La moyenne d'âge, on est autour de, je dirais, 28 ans. Ok. Ouais. Donc on a 28 ans, mais avec une grosse, standard deviation. Voilà. Variance. Variance, exactement. Ok, cool. Bah écoute, merci Adrien, c'était super enrichissant d'en savoir plus sur toi et sur OneInch. Si vous voulez rejoindre la communauté, rejoignez notre Discord. J'espère que vous avez aimé ce podcast. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel invité. Merci. Merci beaucoup.